Alors cette individualité, cette variation donc des traces cérébrales et du coup de la constitution de la personnalité, l'analyse malbranchiste prétend les saisir par une typologie assez souple des imaginations. Donc c'est dans le traité de morale en particulier qui va comme ça essayer de proposer une sorte de classification. Cette classification repose essentiellement sur le sexe et sur l'âge. Mais alors il estime que voilà, il y a un principe de l'imagination féminine, c'est par exemple un goût pour les apparences, donc un goût pour la mode, et donc une forme de sensibilité et d'intelligence sociale qu'on ne trouverait pas chez les hommes. Mais il précise qu'il y a quand même des femmes qui peuvent aussi penser de façon abstraite, etc. Et que donc on ne doit pas réduire un individu à son genre et tirer des conclusions hâtives. Mais donc il propose une nomenclature qui essaie d'être un tout petit peu plus fine et qui produit 8 types d'imagination qui sont classés autour d'un pivot, l'imagination dite réglée. Autrement dit, il peut y avoir de l'imagination réglée. Ça ne veut pas dire une imagination totalement maîtrisée, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne saurait maîtriser l'imagination, mais c'est une imagination relativement tempérée. Dans ce cas-là, le cerveau obéit assez bien aux efforts d'attention de l'esprit. Les 7 autres types d'imagination décrivent des imaginations plus ou moins fortes, qui vont donc de faibles et délicates à contagieuses et dominantes. Et tout ça en croisant donc des données physiologiques, celles que j'énonçais tout à l'heure, l'agitation des esprits et puis la souplesse du cerveau. Pour conclure sur ce point, je dirais donc que l'imagination est un facteur de différenciation et d'individualité qui résulte non seulement de la constitution du corps du sujet, mais aussi de ses expériences passées, de ses manières de vivre, de ses relations à son environnement. C'est donc au fond l'infinité des rapports que le sujet peut entretenir avec le monde qui détermine la complexion spécifique de son imagination. Dans le même temps, pourtant, l'imagination est un facteur puissant d'intégration. J'en viens, disons, à la dernière partie de ma présentation. Facteur d'intégration, de reproduction de l'identique. Donc il y a à la fois de la différenciation et à la fois quelque chose dans l'imagination qui va permettre, au fond, la cohésion sociale, qui va permettre que des individus pourtant si différents vivent ensemble. En cela, donc, l'imagination joue un rôle relativement ambivalent, dans la mesure où, en tant que facteur d'intégration, elle va propager les erreurs, elle va établir le pouvoir de ces esprits forts, de ces fameuses imaginations fortes et contagieuses, sur les plus faibles, mais elle va aussi œuvrer tous les liens interindividuels, la solidarité, la compassion, la sympathie. Et dans les deux cas, ce qui est assez important, c'est de voir que c'est le corps qui est l'opérateur du lien. En effet, ceux qui possèdent une imagination forte persuadent facilement. Leurs discours sont efficaces parce qu'ils sont sensibles, grâce à leur ton de voix notamment et grâce à leur posture. Alors là, ce n'est pas ce texte-là que vous avez, pardon, je vous lis le texte, puis après j'en viendrai à un autre extrait que je vous ai indiqué. Ceux qui imaginent fortement les choses les expriment avec beaucoup de force et persuadent tous ceux qui se convainquent plutôt par l'air et par l'impression sensible que par la force des raisons. Car le cerveau de ceux qui ont l'imagination forte, recevant, comme on l'a dit, des traces profondes des sujets qu'ils imaginent, ces traces sont naturellement suivies d'une grande émotion d'esprit, qui dispose d'une manière prompte et vive tout le corps pour exprimer leurs pensées. Alors on a ici un peu ramassé toute la théorie physiologique dont on a parlé. Donc ceux qui imaginent fortement les choses vont avoir un cerveau suffisamment malléable pour que les traces s'y impriment très profondément. Ce qui se produit dans le cerveau va avoir des répercussions dans l'ensemble du corps, comme on l'a dit, par le mouvement des esprits animaux, qui suivent à la fois le flux du sang et qui vont aussi passer dans les nerfs. Et par conséquent, si vous avez une imagination, une idée très forte, elle va forcément, selon Malebranche, se teindre d'une manière ou d'une autre sur votre corps et donc apparaître aux autres. Autrement dit, vous allez avoir un air sur le visage particulier, vous allez vous exprimer avec éloquence, vous allez faire des gestes, etc. etc. Donc il nous dit, les bons orateurs, en fait, ce sont ces personnes-là, ce sont ces gens-là qui ont une imagination forte et qui, par conséquent, vont transmettre corporellement, de façon visible, sensible et manifeste dans leurs gestes, dans leur attitude, la profondeur des traces qui se sont imprimées dans leur esprit. Donc il n'y a pas d'imagination forte chez quelqu'un qui rêverait tout seul dans son coin, pour Malebranche. Celui qui imagine fortement, c'est aussi celui qui va tenter de persuader, parce qu'il lui est naturel, finalement, de communiquer son imagination. Donc ça, c'est assez important. Et cela, pas parce qu'il cherche à le faire, mais parce que, tout simplement, ça s'explique, encore une fois, par des raisons de mécanique corporelle stricte, pure et simple. Les idées rendues sensibles par la traduction corporelle, le fait qu'on s'enthousiasme pour une idée particulière, eh bien cela va persuader bien mieux que les raisons abstraites ne sauraient convaincre.
retrouve cette opposition très classique entre convaincre et persuader, et on voit bien que celui qui arrive à persuader, c'est celui qui possède une imagination forte. En effet, et là donc on peut prendre le petit texte que vous avez, l'extrait du traité de morale, rien n'est plus contagieux que l'imagination. Et ceux qui l'ont vue et dominante seront toujours les maîtres de ceux qui les regardent fixement. Leur air et leur manière répondent pour ainsi dire la conviction et la certitude dans tout ce qui les considère, car ils passionnent si vivement toute chose que lorsqu'on ne rentre pas en soi-même pour confronter ce qu'ils disent avec les réponses de la vérité intérieure, de la raison, ce qui est fort difficile à faire en leur présence, on reçoit leurs sentiments. Je ne dis pas sans en examiner les preuves, je dis même sans comprendre ces sentiments. On demeure convaincu parce qu'on est pénétré, qu'on est ébloui, qu'on est dominé. Donc finalement, l'imagination forte est affaire de domination. L'imagination contagieuse, et c'est vraiment le terme qu'emploie Malebranche, il y a cette idée vraiment de contagion, elle désarme la raison. Elle exerce une séduction telle que chacun finit par se guider davantage par l'imagination des autres que par son propre entendement. Et que finalement, on se laisse toujours avoir par les beaux parleurs et par ceux qui savent faire en sorte qu'on n'ait plus le temps de réfléchir et qu'on soit totalement absorbé par leur discours. C'est donc bien l'imagination qu'on peut blâmer pour la propagation des préjugés, des erreurs, des superstitions, de tous les phénomènes d'hystérie collective, comme pour les modes et pour leur bizarrerie. Donc là, Malebranche prend quelques exemples de la mode de son temps, et de la mode vestimentaire, pour en parler, si on montrait à quel point il y a des effets d'emballement autour d'un certain tour nouveau et une certaine manière nouvelle de s'apprêter, et tout cela provient seulement de l'imagination forte des personnes d'influence. Il y a deux cas, justement, auxquels Malebranche s'intéresse dans le dernier chapitre du livre 2, qui sont particulièrement intéressants à ce propos. C'est d'une part le cas des sorcières par imagination, et ensuite le cas des loups-garous. C'est le deuxième document que je vous ai donné. Donc là, je vous ai donné un texte très long, on ne va évidemment pas lire la totalité, j'ai juste éliminé 2-3 passages qui m'intéressaient. Donc vous avez en fait plus ou moins l'intégralité du dernier chapitre de la recherche de la vérité, et puis un petit extrait de Diderot et d'Alembert, juste parce que j'en dirais peut-être un tout petit mot. Dans les deux cas, ce qui intéresse Malebranche, en fait, c'est une chose assez particulière, c'est de comprendre la genèse de la croyance à ces prétendus phénomènes démoniaques. Puisque comment est-ce qu'on explique généralement l'existence de sorcières? Alors, on est au XVIIe siècle, ça s'est un peu tari, la persécution des sorcières, mais quand même, l'Europe continue à les poursuivre, et on continue à trouver des traités très savants, très sérieux, qui essaient d'expliquer comment le démon fait pour prendre possession d'un corps ou d'un autre. Et de la même manière, la mode des loups-garous est un peu passée aussi, mais on continue à trouver quand même chez des auteurs qui s'appellent des monographes, des monographies importantes pour savoir là encore comment il est possible qu'un homme soit changé en loup. Est-ce que c'est encore une fois une action du démon ou pas, bref. Et donc il y a vraiment une littérature abondante sur ces sujets-là. Donc Malebranche répond sciemment à cette tradition-là, dont il sait qu'elle est plus ou moins tarie et qu'elle fait un petit peu moins sensation. Mais on voit bien qu'il prend le sujet totalement de biais, c'est-à-dire il n'essaie pas de se demander comment il est possible ou impossible, donc il n'essaie pas de montrer qu'il est impossible que des loups-garous existent ou que les sorcières ne sont pas possédées par le diable. Non, il essaie de se demander comment il est possible qu'on y croit. Et comment il est possible finalement qu'on puisse se persuader collectivement de phénomènes qui pourtant ont l'air totalement absurdes. Donc il essaie au fond de rationaliser le phénomène en s'attachant non pas au sujet qui s'éprouve sorciers ou loups-garous, ainsi que le fait la médecine qui les range dans la catégorie des mélancoliques, donc c'est une certaine forme de folie ou de mélancolie que de se croire sorcier ou loup-garou. Il ne prend pas non plus la place du théologien qui va essayer d'expliquer qu'on ne peut pas changer une substance dans une autre, mais il s'interroge seulement sur le fonctionnement et le succès du récit de ces expériences ou de ces phénomènes. Comment il est possible que s'accrédite dans l'opinion la croyance dans ces phénomènes extraordinaires. Ce sont en effet deux exemples particulièrement réussis selon lui de contagion imaginative. Alors dans le premier cas, et là je vais prendre le texte et on va juste regarder ce que j'ai souligné, il s'agit donc de la croyance dans le sabbat. Alors qu'est-ce que c'est? Le sabbat, c'est des réunions de sorcières qui ont lieu généralement la veille des fêtes chrétiennes. Et alors ici, le sorcier croit qu'il s'est rendu au sabbat, donc il croit être allé effectivement à une réunion de sorcières. Il va le raconter autour de lui, on va finir par le croire, et on nous explique ici comment toute une famille entière peut se mettre à croire qu'ils ont connu cette expérience-là. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir
comment les choses sont racontées au fond, et quels sont les éléments que Malebranche pointe. Alors, c'est le 4e paragraphe dans le texte. Un pâtre dans sa bergerie raconte après souper à sa femme et à ses enfants les aventures du sabbat. Comme son imagination est modérément échauffée par les vapeurs du vin, et qu'il croit avoir assisté plusieurs fois à cette assemblée imaginaire, il ne manque pas d'en parler d'une manière forte et vive. Son éloquence naturelle jointe à la disposition où est toute sa famille pour entendre parler d'un sujet si nouveau et si terrible, doit sans doute produire d'étranges traces dans les imaginations faibles. Et il n'est pas naturellement possible qu'une femme et des enfants ne demeurent tout effrayés, pénétrés et convaincus de ce qu'il lui entend dire. C'est un mari, c'est un père qui parle de ce qu'il a vu, de ce qu'il a fait. On l'aime et on le respecte, pourquoi ne le croirait-on pas? Ce pâtre le répète en différents jours, l'imagination de la mère et des enfants reçoit peu à peu des traces plus profondes, il s'y accoutume. Les frayeurs passent et la conviction demeure, et enfin, la curiosité les prend d'y aller. Ils se frottent de certaines drogues dans ce dessin, ils se couchent, cette disposition de leur cœur échauffe encore leur imagination. Et les traces que le pâtre avait formées dans leur cerveau s'ouvrent assez pour leur faire juger dans le sommeil comme présents tous les mouvements de la cérémonie, dont il leur avait fait la description. Ils se lèvent, ils s'entre-demandent et s'entre-disent ce qu'ils ont vu, ils se fortifient de cette sorte les traces de leur vision, et celui qui a l'imagination la plus forte, persuadant mieux aux autres, ne manque pas de régler en plus de nuit l'histoire imaginaire du sabbat. Voilà donc des sorciers achevés que le pâtre a fait, et ils en feront un jour beaucoup d'autres si, ayant l'imagination forte et vive, la crainte ne les empêche pas de conter de pareilles histoires. Alors ce qui est assez intéressant ici, c'est que quand on connaît un peu, disons, les lieux communs de la littérature justement de sorcellerie, alors c'est toujours un berger, le sabbat se passe toujours dans une clairière, etc. Bref, on est toujours en milieu rural, isolé, etc. Donc Malebranche reprend de façon assez consciente ces lieux communs-là. Et il insiste sur un certain nombre de points dont on a déjà parlé. Encore une fois, ce qui est intéressant ici de voir, c'est que l'individu qui croit s'être rendu au sabbat, donc à une assemblée de sorcières, va le raconter d'une manière particulière. Alors d'abord, il y a des facteurs d'excitation de l'imagination qui sont ici mentionnés. Il y a l'influence de substances actives sur le psychisme, l'alcool pour le pâtre au début, et ensuite on nous dit, voulant aller au sabbat, il se frotte de certaines drogues. Alors on utilisait certains onguents pour essayer d'avoir un rapport quelconque avec la sorcellerie, donc on imaginait comme ça qu'il y avait des substances particulièrement actives. Donc là on voit qu'il y a des facteurs sensibles et physiologiques encore d'excitation de l'imagination. Ensuite, on voit que c'est la force d'un discours très vif, de quelqu'un qui va s'enthousiasmer beaucoup, l'éloquence naturelle ici du berger qui va agir. Ensuite, il y a un lien d'affection et de confiance entre les personnages. C'est un père, c'est un mari, on l'aime, on l'admire, donc on le croit. On voit bien qu'ici, le lien affectif fait qu'on va avoir une tendance plus grande à croire à l'imagination de celui avec qui on entretient un rapport privilégié. Ensuite, on remarque la jeunesse et la perméabilité au récit fantastique des destinataires, puisque, après tout, on a là des enfants et une femme, donc des personnages à l'imagination plus molle, au cerveau plus mou, et donc sur lequel les traces vont s'imprégner bien mieux. Et puis enfin, on a une forte impression émotive, on a une frayeur. Et parce qu'on a eu peur du récit, encore une fois, les traces cérébrales vont être extrêmement profondes. Et la puissance de la frayeur ajoutée à la répétition du récit va finir par persuader des individus qui n'ont pas vécu l'expérience en question qu'elle était véridique. Si les personnages croient non seulement le récit qui leur est fait, mais aussi qu'ils se sont eux-mêmes rendus à une telle assemblée, c'est en raison en fait d'un double phénomène de persuasion. Il y a un phénomène d'autosuggestion, et il y a une espèce d'entraînement réciproque, c'est ce que j'ai souligné ici. Ils s'entre-demandent et s'entre-disent ce qu'ils ont vu, donc ils se fortifient les uns les autres. On voit que donc la persuasion, au fond, elle marche par une espèce de va-et-vient, qui fait qu'on va confronter son imagination, ces images, plutôt à celles des autres, et puis qu'on va avoir l'impression, à force de les répéter finalement, qu'elles avaient une réalité. Ce point est extrêmement intéressant parce qu'à un autre endroit, en examinant un fait particulier, Malebranche va analyser de manière assez pertinente, à mon avis, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les phénomènes d'hystérie collective ou d'emballement, dont on parle souvent. Par exemple, on parle souvent des phénomènes d'emballement médiatique. On se met à parler de quelque chose dans les médias et donc ensuite le phénomène va être amplifié. Et ici, Malebranche l'examine sur une maladie en particulier. Donc, je crois que vous avez cet exemple-là dans la première feuille.
Alors, il dit, voilà, on a découvert une nouvelle maladie qui s'appelle le scorbut, donc, qui résulte de la privation de vitamines, peu importe. Il dit, alors, on a découvert le scorbut depuis très peu de temps, et donc on s'est mis à en décrire les symptômes. Et donc, les gens se sont mis à avoir l'impression qu'ils étaient atteints de ces symptômes-là. Et donc, petit à petit, tout le monde a cru que toute maladie, même quand les symptômes n'étaient pas tout à fait les mêmes, se mettait à être le scorbut en question. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des effets de mode, y compris dans la manière dont on va expliquer les phénomènes. Et ces effets de mode qui s'expliquent comment? Toujours par ces phénomènes de contagion imaginative. Donc là, bon, vous avez le petit passage. Une maladie est nouvelle, elle fait des ravages qui surprennent le monde. Donc, il faut évidemment qu'il y ait des ravages et il faut qu'on soit surpris, il faut qu'il y ait une impression forte. Cela imprime des traces si profondes dans le cerveau que cette maladie est toujours présente à l'esprit. Si cette maladie est appelée scorbut, toutes les maladies seront le scorbut, etc. Le scorbut est nouveau, toutes les maladies nouvelles seront le scorbut. Donc on voit ici, en précipité, cette idée que ce qui frappe l'imagination, c'est la nouveauté, et forcément la nouveauté va avoir pour effet un processus de contagion imaginative. Alors, c'est exactement le même processus d'emballement qui va expliquer le récit, le succès des récits de sorcières et puis aussi des expériences de lycanthropie, des gens qui se changent en loup-garou. Malebranche montre une chose assez intéressante, c'est que dans les régions dans lesquelles les tribunaux ne punissent pas les sorcières et ne punissent pas non plus les gens qui se prétendent loup-garou, il y en a peu. Il nous dit, ce qui signifie que si les autorités n'accréditent pas les phénomènes en question, eh bien, justement, la contagion imaginative ne va pas se produire. Donc, s'il n'y a pas des autorités pour accréditer des expériences ou des phénomènes extraordinaires, eh bien, finalement, la contagion imaginative tourne court, on n'y croit pas, et finalement, donc, personne ne finit par se déclarer soit sorcier, soit loup-garou. Donc, ce qui est intéressant, là encore, dans cet exemple, c'est bien de comprendre que s'il y a quelque autorité qui déclare une image plausible, alors tout le monde va se mettre à l'imaginer de même manière. Donc cette autorité, elle peut être affective, le père sur ses enfants, elle peut aussi être, comme c'est le cas ici, administrative, juridique. Ça peut être le pouvoir lui-même qui va accréditer l'existence de phénomènes extraordinaires. Et donc on voit bien ici l'influence de l'administration, l'influence possible du politique, évidemment, dans la manipulation de l'imagination collective. Ce qui est assez intéressant. Or, si se produisent, et ça sera plus tellement long, des effets de contagion imaginative, c'est en raison de l'inclination naturelle, selon Malebranche, des hommes à former un corps, donc à former une société, une communauté ensemble, cela en s'imitant les uns les autres. Il y a une forme de cohésion naturelle qui se produit entre les individus, qui s'opère par l'imitation, par la croyance, par la confiance réciproque, mais aussi par la compassion et par l'attachement. Or, la compassion et l'attachement, c'est l'imagination qui les opère. On voit apparaître ici un versant que l'on pourrait dire moralement utile ou socialement utile de l'imagination. En effet, comme je vous l'ai dit, l'anthropologie malebranchiste s'intéresse à un individu après la chute. Or, après la chute, la charité, l'instinct naturel de charité, a été recouverte par l'amour-propre, et donc les individus, naturellement, cherchent plutôt leur intérêt propre que le fait d'aider leur prochain. Par conséquent, il nous faut quelque chose finalement pour contrecarrer cette espèce d'instinct naturel à l'égoïsme. Et qu'est-ce qui peut contrecarrer cet instinct-là? Eh bien, c'est notre lien au corps, de façon assez paradoxale, et c'est le fait que nous sommes capables de nous lier à tous ceux qui vont exprimer une sympathie pour nos souffrances et pour nos joies. Donc c'est parce qu'on est capable de se lier de sympathie avec les autres que finalement va se restaurer une forme de cohésion entre individus, alors même que la charité fait défaut, la charité raisonnable, fondée sur la conscience et la volonté de faire du bien à l'autre. En effet, Malebranche nous explique qu'un homme qui serait totalement incapable d'empathie serait naturellement coupé de tout lien d'affection et serait mis comme au banc du monde. Il nous dit qu'il serait absent au monde. Donc pour exister parmi les autres, pour pouvoir former avec eux une société, avoir des liens d'attachement, etc., il faut être capable d'empathie, il faut être capable de sympathie. Il est clair, en effet, que, selon Malebranche, je cite, « Nous tenons à toute chose et nous avons des rapports naturels à tout ce qui nous environne, lesquels nous sont très utiles pour la conservation et la commodité de la vie. Mais tous ces rapports ne sont pas égaux. Donc il y a des gens à qui on va tenir davantage, des objets auxquels on va tenir davantage. Nous tenons bien davantage à la France qu'à la Chine, au soleil qu'à quelque étoile, à notre propre maison qu'à celle de nos voisins. Il y a des liens invisibles qui nous attachent bien plus étroitement aux hommes qu'aux bêtes,
à ceux dont nous dépendons pour la conservation de notre être, qu'à ceux de qui nous ne craignons et n'espérons rien. Donc là, il y a quelque chose de banal en première impression, c'est-à-dire que, évidemment, on tient davantage à ce qui nous est proche qu'à ce qui nous est lointain. Jusque-là, tout va bien. Mais ce qui nous est proche, c'est-à-dire ce qui est capable de nous affecter, de nous procurer du plaisir ou de la peine. Autrement dit, il y a d'autant plus de contagion qu'il y a de rapports de dépendance entre les sujets. C'est manifeste, par exemple, entre les parents et les enfants. Alors, Malebranche explique que les petites filles, elles ont tendance à vouloir s'habiller comme leur maman, faire un peu comme elles, etc. Les petits garçons, pareil. Bon, alors ça reste assez inoffensif et assez anodin. Par contre, c'est aussi ce qui se passe entre souverains et courtisans. Donc, il y a une critique très vive, justement, du courtisan. Je vous cite, « La raison du prince fera aussi celle de ses sujets. Ainsi, les sentiments du prince sont-ils toujours à la mode, car le prince lui-même est comme la mode essentielle. Si Alexandre penche la tête, ses courtisans pencheront la tête. Partout où il y a des hommes sensibles aux passions et où l'imagination est maîtresse de la raison, il y a de la bizarrerie, et une bizarrerie incompréhensible. » Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre que nous avons des liens les uns avec les autres. C'est ces liens-là qui vont opérer les rapports de compassion, de sympathie, etc. Or, si on est sous la dépendance d'une autorité quelconque, on aura d'autant plus tendance, évidemment, à croire dans les images, les idées, etc. des autres. Et donc la contagion imaginative va être d'autant plus importante. Et on voit bien ici que, finalement, il y a de la contagion naturelle dans l'imagination, c'est vrai, mais que les structures sociales font aussi que certains vont avoir, soit naturellement, soit du fait de leur autorité, du fait de leur place dans la société, des pouvoirs de manipulation et de contagion plus élevés que les autres. C'est le cas ici du souverain sur les sujets. Je vais passer sur un certain nombre d'éléments. Et simplement, donc, retenir un dernier petit point sur cette question de la proximité des liens et du coup de la contagion imaginative plus ou moins forte. Il y a donc cet exemple politique qui est intéressant chez Malebranche, mais il y a un autre exemple qui est peut-être plus intéressant encore pour bien comprendre que c'est le corps qui est l'opérateur à chaque fois de la contagion imaginative. Alors c'est vrai que le personnage, disons le prince, a souvent une apparence, disons a souvent fière allure, etc. Souvent montre tous les signes de son autorité. Il y a une analyse de ce genre chez Pascal sur les signes qui enflamment l'imagination. Vous connaissez ces choses-là. Malebranche reprend ces éléments. Et puis après, il en revient, son explication que j'ai appelée, psychophysiologique, en expliquant que le meilleur exemple finalement de la transmission imaginative et du fait que ça passe par le corps, c'est la manière dont les idées de la mère se transmettent à l'enfant. Alors là, il nous explique que dans la vie prénatale, comme il y a une communion des corps entre le corps de la mère et le corps de l'enfant, toutes les idées qui défilent dans l'esprit de celle-ci vont défiler aussi dans l'esprit de l'enfant. Or, les idées abstraites ou sensibles, elles vont disparaître puisqu'elles ne vont pas faire de traces. Donc toutes les connaissances finalement vont être évacuées. En revanche, les grandes passions, les grands emportements, les grandes frayeurs, etc., vont s'inscrire dans le corps de l'enfant. À ce point que Malebranche reprend toute une littérature de faits divers dans lesquels on va rapporter la naissance d'enfants dits monstrueux, donc d'enfants qui portent les stigmates corporels, pense-t-on, de certaines pensées terribles qu'aurait pu avoir leur mère avant leur naissance. Et alors il cite un exemple en particulier, il ne le cite pas de façon ironique, donc on peut penser que vraiment celui-ci il y croit. Il nous cite l'exemple d'un enfant qui serait né avec les membres, alors il dit rompus, donc cassés, à tous les endroits, enfin disons aux mêmes endroits qu'on observe sur les corps des suppliciés. Il dit parce que sa mère avait l'habitude d'aller aux exécutions et d'aller regarder les exécutions et les supplices. Et donc, pour cette raison-là, le corps de l'enfant, finalement, aurait été à ce point fortement imprégné de l'impression reçue à la vue des corps suppliciés qu'il aurait reçu les mêmes stigmates. Alors évidemment, c'est un exemple qui nous paraît évidemment absurde, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que pour Malebranche, c'est la confirmation de cette thèse essentielle que l'imagination est d'abord et avant tout affaire d'inscription corporelle et que c'est par ce moyen-là que les uns et les autres entrent dans une communication et dans une sympathie particulière. Parce que, je finirai là-dessus, Malebranche nous explique que ce qui concrètement va opérer des liens, c'est l'esprit d'imitation, qui parfois peut être servile. Mais c'est aussi, au fond, une contagion imaginative qui nous dépasse,
qu'on ne peut commander, et c'est celle par exemple qui nous affecte quand on voit l'autre souffrir. Qu'est-ce que c'est que le phénomène d'empathie? Alors, je me dis, on a souvent eu l'impression d'avoir mal quelque part en observant la blessure de quelqu'un d'autre. Ou quand on nous parle d'une blessure à tel ou tel endroit du corps, on a l'impression d'y ressentir quelque chose. C'est bien la preuve qu'il se passe quelque chose chez nous qui n'est pas de l'ordre d'une représentation abstraite, puisque le corps, à ce moment-là, n'aurait rien à y voir. Mais si quand on vous parle d'une certaine douleur, ou quand vous avez sous les yeux quelqu'un qui est souffrant, vous sentez dans votre corps à vous une certaine forme de passion, une certaine forme de perception, c'est bien que c'est par le corps, par la vision, par les traces corporelles elles-mêmes, que se transmettent, en l'occurrence ici, les sentiments et l'empathie. Donc l'imagination, elle produit des effets pervers dans la mesure où elle est responsable de la propagation, de la superstition, de toutes les erreurs, de tous les préjugés, de toutes ces croyances en des phénomènes extraordinaires, etc. Mais elle est aussi extrêmement utile dans la mesure où c'est parce que nous avons une imagination plus ou moins vive que nous avons aussi des capacités d'empathie plus ou moins affirmées. Et par conséquent, les gens qui ont une imagination qui est capable de recevoir fortement des impressions des autres vont être aussi ceux qui seront les plus attentifs à la douleur de l'autre. Donc ceux qui au contraire ont des imaginations parfaitement imperméables, on dira au contraire, vont être imperméables aussi à la souffrance des autres. C'est pour cette raison-là qu'il faut peut-être essayer de maîtriser son imagination, mais pas trop. Parce que trop maîtriser son imagination, en un sens, ce serait aussi se rendre étanche à la souffrance de l'autre et se rendre imperméable à toute forme d'empathie ou de sympathie. Alors, pour conclure, donc je dirais que dans cet effet-là de l'imagination, l'imagination est capable d'opérer du lien et de l'empathie. On peut y voir une raison de la valoriser. C'est sa fonction de liaison entre les individus qui peut finalement tendre à la percevoir de manière beaucoup plus positive. En effet, Malebranche l'estime beaucoup plus efficace que la charité par raison. On peut essayer de se forcer raisonnablement à être charitable, mais ça sera moins efficace que si on l'est naturellement. La charité par raison, elle est beaucoup plus rare et elle est beaucoup moins agissante. L'imagination, au contraire, du fait de son inscription dans la corporéité, elle est efficace immédiatement et elle crée de façon très forte des solidarités. Quelques remarques conclusives, juste pour terminer. Première chose, on a vu donc que l'imagination opère à la fois la différenciation et la liaison entre les individus. Elle le doit, selon Malebranche, à son inscription, à son enracinement dans la corporéité, puisque toutes les liaisons sensibles sont corporelles, fondées sur le corps. La compassion, l'intelligence sociale, l'émulation sont les produits de la contagion imaginative. Alors évidemment, ça a des conséquences sur la rhétorique de la vérité, que le philosophe doit user quand il s'adresse à son public. En effet, il y a au fond un fait anthropologique fondamental à remarquer quand on considère l'imagination, c'est que nous sommes tous sujets à des dérèglements de l'imagination, premièrement. Mais deuxièmement, il paraît totalement illusoire de vouloir la dominer, plus encore qu'il est difficile de domestiquer ses sens. On a vu ça tout à l'heure. On peut essayer de s'éduquer à l'attention, on peut tâcher d'éloigner les enfants des fables et des récits d'épouvante, on peut faire en sorte que leur nourrice, nous dit Malebranche, ne leur raconte pas trop d'aventures extraordinaires. On peut aussi essayer une sorte de régime, certains aliments qui favoriseraient l'attention, donc on peut faire tout ça. Mais de la même manière qu'on ne saurait pas s'empêcher de souffrir quand on ressent de la douleur, de la même manière, il est impossible de rester sourd au mouvement de l'imagination. Et il est impossible de rompre les liens qui, par elle, nous retiennent au monde. Au même titre donc, que l'analyse qui est produite de la douleur, chez Malebranche, l'explication de l'imagination lui donne des armes pour combattre, par exemple, le stoïcisme. L'idée que l'esprit peut avoir quelque chose comme un poids sur le corps, peut, disons, en arrêter la douleur, en arrêter les sollicitations. Pour Malebranche, l'analyse de l'imagination est un très bon argument pour essayer de réfuter le pouvoir de la volonté. On n'est pas à essayer d'appliquer une volonté rationnelle au corps qui finalement nous surpasse. S'il est vrai enfin que la capacité de l'esprit est finie et que les idées abstraites ne le touchent pas, il résulte que le discours philosophique doit, dans une certaine mesure, se rendre sensible. Du coup,
de cette manière-là, à mon avis, qu'on peut expliquer la pluralité des approches du sujet de l'imagination dans les textes, la diversité des registres employés aussi, puisque je l'ai dit, parfois il se comporte un peu en moraliste, parfois on a une exposition très rationnelle, on va utiliser la physiologie contemporaine, on va mélanger comme ça les discours, et on va aussi raconter des histoires, raconter des histoires de sorcières, des histoires de loups-garous, etc. En effet, et je cite ce dernier passage et je m'en arrêterai là, lorsqu'on prétend instruire l'esprit, il est nécessaire de le connaître, parce qu'il faut suivre sa nature et ne pas l'irriter ni le choquer. Autrement dit, quand on parle d'imagination, on est obligé aussi d'en passer par toutes les idées farfelues de la description pour essayer de voir ce que l'esprit humain est capable de produire et finalement comment ces phénomènes-là sont rationnellement expliqués.